Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors on a notre lot de ruptures en ce moment et d'incertitudes. On va en parler en ouverture aujourd'hui dans Smart Tech. On va poser cette question, comment on fait pour voir le coup d'après dans ce monde incertain? Quelle est cette mécanique de l'innovation? Ce sera l'interview d'Alain Staron dans quelques instants, auteur d'un livre dont nous allons expliciter le titre, Autodisruption. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, autre sujet d'actualité, nous parlerons, alors nous ne parlerons pas de la 5G d'abord, mais nous parlerons de la 4G. Tous les territoires français ne sont pas encore couverts par ce qu'on appelait le très haut débit mobile. Alors où en sommes-nous des déploiements? Des retards ont été pris. Est-ce que les engagements seront véritablement tenus? J'ai convié un élu, j'ai convié également un institut d'études indépendant, la Fédération française des télécoms, et puis un fin connaisseur des territoires pour en débattre. L'alerte cyber, elle, nous rappellera combien il est important de rester sur nos gardes, d'autant plus quand on est connecté toute la journée. Et puis nous conclurons par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc place à l'interview. Bonjour Alain Staron. Bonjour Delphine. On est en plein contre-coup des annonces d'Emmanuel Macron. Voilà, à nouveau une nouvelle rupture dans nos organisations. Pour les entreprises, c'est particulièrement compliqué. On leur dit qu'il faut accélérer leur transformation numérique. Bon, là, il ne s'agit plus juste de faire de la transformation numérique. On est passé à un autre stade. Vous appelez ça, en fait, la nécessité de s'auto-disrupter. Alors, je vais donner quand même le titre complet de votre ouvrage, Autodisruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise. Risques, solutions et perspectives. Alors, moi, ce titre m'a questionné. Vous en ferez une meilleure définition de moi, d'ailleurs. Je vais vous laisser nous dire ce que c'est, une autodisruption. La disruption, c'est quand il se produit dans votre secteur d'activité une rupture. Mais une rupture qui n'est pas destructrice, une rupture qui permet de faire autrement ce que vous avez l'habitude de faire. Autrement, c'est-à-dire sans certains de vos actifs préférés. Ce qui permet à un tiers qui n'a pas votre savoir-faire de pouvoir faire à peu près la même chose que vous. Et je dis à peu près, parce que si vous faites autrement, vous allez faire quelque chose d'un peu différent et vous allez peut-être proposer au client quelque chose qu'il va préférer. Alors, parce que la disruption, c'est la rupture, voire la fracture. La fracture constructive, c'est-à-dire qu'il se passe autre chose. Autodisruption, ça veut dire que je dois casser quelque chose chez moi, un fonctionnement, un produit, un marché? On n'arrête pas de dire qu'on risque de se faire disrupter. Je connais qu'une seule méthode pour dire un seul remède, c'est s'auto-disrupter soi-même avant de se faire disrupter. Donc effectivement, la grande difficulté, c'est d'imaginer chez soi qu'est-ce qui ne va plus servir à rien. Et à partir de quel moment on a la certitude qu'il est nécessaire de faire cette autodisruption? Trop tard. D'accord. La certitude arrive trop tard. Donc il faut y penser en permanence. Avant. En fait, quand on regarde bien... C'est là où moi, ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne, ces ressorts de mécanique de l'innovation. Comment on enclenche ce système? C'est tout la difficulté de ce qui est presque un art, dans la mesure où ce n'est pas une science dure. C'est Jeff Bezos qui dit il y a 2 ans, Amazon va faire faillite. Et pourquoi il le dit? Parce que le Standard & Poor's 500 disait que la durée de vie moyenne des entreprises était de moins de 20 ans. Et Amazon allait fêter ses 24 ans. Donc, il y a d'abord un horizon qui se rapproche, qui dit que à un moment, il va falloir quelque chose, va faire quelque chose parce qu'on va se faire disrupter. Donc, il faut se projeter en disant d'où ça peut venir. Donc, le premier sujet, c'est... En fait, il faut arrêter de se dire... Potentiellement, il y a une crise qui peut arriver. Il faut imaginer que la crise est là. De toute façon, elle va arriver et qu'il va falloir agir. Il ne faut pas appeler ça crise. Parce que si on appelle ça crise, on se met dans un réflexe de peur et de défense. Il faut appeler ça opportunité. Parce que pour les chasseurs, les nouveaux entrants, les gens qui veulent adresser votre marché, parce qu'ils trouvent que vous êtes un peu rentier sur votre marché, eh bien cela, pour eux, c'est une super opportunité. Et donc, il faut concevoir ce projet d'autodisruption comme l'opportunité de se transformer et non pas comme la nécessaire réponse à une crise. Très compliqué quand on est installé justement sur un marché, qu'on a des revenus confortables assurés, de se dire je me mets, alors vous dites ok, il ne faut pas employer des terminologies négatives, mais je me mets un peu en danger, non, quand je fais cette autodisruption. Oui, et alors c'est pas seulement parce qu'on est installé sur des revenus confortables, c'est parce que on fait ça depuis X dizaines d'années, voire centaines d'années, pour certains de nos industriels centenaires, grâce à des savoir-faire qu'on a mis des années, des dizaines d'années, voire des siècles, à développer. Et dire que ces savoir-faire qui assoient l'entreprise risquent de ne plus servir à rien est quelque chose de très difficilement audible. Et comment est-ce qu'on emmène une équipe? Alors,
là, j'ai fait ça, ça fait 35 ans que j'essaie de faire ça, et que je le fais avec des succès et des échecs. Donc je sais à peu près ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Vouloir emmener une entreprise dans son ensemble n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui n'ont pas envie de progresser, de changer, qui sont contents dans leur job, dans ce qu'ils savent faire. Et si on arrive brutalement en leur disant « ce que vous faites ne sert plus à rien », ils ne peuvent pas l'accepter. Donc l'approche qui fonctionne est celle d'une petite équipe, isolée, au sens, elle n'a pas à répondre à l'ensemble des entreprises, elle répond au patron de ce qu'elle fait. Et ça se passe en général très bien au début, hein, parce qu'on est dans une sorte de bac à sable, on joue. La difficulté arrive quand ce qu'on développe et ce qu'on propose vient perturber, presque mettre en danger, le business principal, le core business. Et c'est à ce moment-là que le patron doit décider ou non de dire je donne suite ou finalement c'est trop compliqué, j'abandonne. Alors dans votre ouvrage, il y a beaucoup d'histoires. Vous citez quelques exemples. Quelle est votre autodisruption préférée ? Ah, c'est Reed Hastings. C'est Reed Hastings. Netflix. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien l'histoire. Reed Hastings était... Racontez-nous l'histoire rapidement. Était abonné à Blockbuster. Donc, c'était les gens qui faisaient la distribution de vidéocassettes dans des magasins. Et puis, il ne ramène pas une vidéocassette à temps et il a une amende de $40. Et il se dit, mais pourquoi je ne peux pas l'envoyer par la poste ? Il veut envoyer sa vidéocassette par la poste, elle se casse. C'est fragile, une vidéocassette. Et il entend en 1997 l'arrivée du DVD. Il envoie immédiatement un CD par la poste, qui est le même format. Il peut jouer le CD sur son appareil audio, donc ça marche. Et donc il se lance, en 1997, dans la distribution de DVD par la poste. En 2000, Blockbuster refuse de le racheter. Faire un corner Netflix, machin. Donc il continue, et en 2007, il réunit tous, j'imagine, j'étais pas là, il réunit toutes ses équipes, et il leur dit, les gars, tout ce qu'on fait est très bien, mais ça ne sert plus à rien. Ce que vous faites d'impression de DVD, ça ne sert à rien. Votre deal avec la Poste ne sert à rien. Votre système de récupération des DVD ne sert à rien. On va faire du streaming. Et effectivement, le streaming est concurrent du DVD par la Poste. Résultat, 10 ans plus tard, donc en 2017, il s'est concurrencé lui-même. Il s'est concurrencé. Son business de distribution de DVD par la Poste a été divisé par 3, d'1,4 milliard à 400 millions de dollars. Mais son business global a été multiplié par 10. Donc il a fait son autodisruption. Et il a pu le faire probablement parce qu'il ne devait rendre de compte à personne d'autre qu'à lui-même. Alors, vous terminez aussi votre ouvrage sur la question du sens. Est-ce qu'il y a un sens finalement à cette course permanente à l'innovation ? Quel sens on peut y trouver ? Alors, je dirais que c'est le sens de l'espèce humaine en tant que telle. Ça fait 3 millions d'années qu'on modifie notre environnement, c'est un message pour les écologistes, et on le fait avec des erreurs, mais aussi des erreurs qu'on corrige toujours après. En fait, nous sommes sur un vélo et on ne peut simplement pas s'arrêter. Merci beaucoup Alain Staron, auteur de Autodisruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise, risques, solutions et perspectives. Un ouvrage très pratique à lire. C'est l'heure, nous, de notre débat sur l'état d'avancement du déploiement de la 4G dans les territoires. Le New Deal mobile doit généraliser la 4G en France. Alors pour atteindre cet objectif d'éliminer les inégalités de couverture entre les territoires, les opérateurs doivent construire 5000 sites d'ici à 2022. Du retard a déjà été pris, alors pourquoi ? Comment le rattraper ? Est-ce encore possible de tenir les engagements ? On en parle avec Laure de la Rodière, députée Agir la droite constructive d'Eure-et-Loir. Bonjour. Experte des télécoms, spécialiste des enjeux du numérique sur la société, investie sur le sujet de la couverture du territoire depuis de nombreuses années. Alors avec le député LREM Éric Bothorel, vous avez rendu cette année un rapport à l'Assemblée nationale, un rapport d'étape sur la couverture mobile de la France, on en parlera. Et Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms. Vous, jusqu'ici, vous étiez beaucoup sur le terrain pour inaugurer des nouveaux sites 4G. Vous nous dévoilerez les derniers chiffres de déploiement. Et puis nous aurons également en visio Bruno Janet, président de Bruno Janet Conseil, donc un des consultants sur les télécoms, un des consultants d'ailleurs qui connaît le mieux
les questions de territoire pour y avoir consacré toute sa carrière. Et puis également Jean-Luc Lémins, directeur du pôle télécom à l'Institut d'études indépendants, spécialiste des marchés mondiaux du numérique et de l'innovation. Je veux parler de l'IDAT DigiWorld. Vous serez notre consultant du jour sur cette question. Alors, Michel Combeau, j'ai dit que vous aviez quelques chiffres à nous dévoiler. Quel est l'avancement de la couverture 4G aujourd'hui dans les territoires ? Alors déjà, rappelons-le, le New Deal, c'est à la fois la transformation du réseau existant en 4G et la construction de nouveaux pylônes, notamment des pylônes en lien avec les élus. C'est-à-dire là où on n'a que de la 2G ou de la 3G, on bascule en 4G. Et sur les zones blanches, on installe de la 4G. Exactement. Et donc, sur ces deux objectifs, les travaux avancent bien. On est déjà à 90% du réseau actuel qui a basculé en 4G. Ce sont près de 6000 nouvelles antennes 4G qui ont été installées depuis le début du New Deal. Et sur ces 5000 nouveaux pylônes qui seront construits jusqu'en 2027, notre objectif était qu'en 2020, 600 pylônes aient été construits. Nous en sommes déjà à plus de 400. Nous espérons, bien entendu, respecter cette échéance des 600 pylônes d'ici au début de l'année prochaine, malgré le confinement qui nous a effectivement ralenti. On le rappelle, par exemple. Donc le retard est lié directement à la crise Covid-19 ? Effectivement, ce sont 3 mois de retard, et notamment à cause de problèmes de raccordement électrique que nous avons connus pendant le confinement. Les équipes d'Enedis ne pouvaient aller sur le terrain. Les points sont faits régulièrement avec les élus et le gouvernement. Et notre objectif est bien d'avoir ces 600 premiers pylônes de construits pour le début de l'année prochaine. Nous sommes déjà à 400. Nous sommes donc dans les temps pour respecter nos engagements auprès des élus et du gouvernement. Donc toujours dans les temps. Laure Delaraudière, dans votre rapport sur la couverture numérique du territoire, vous dénoncez un décalage préoccupant entre les cartes de couverture et la réalité ressentie sur le terrain. Alors expliquez-nous. Il y a des cartes de couverture qui existent en fait et qui disent que là, il y a une zone qui est couverte. Et ce que ressentent les gens, ça passe pas à l'intérieur. Parce que les cartes de couverture ont décrit une qualité qui est bonne à l'intérieur de la maison, à l'extérieur. Et c'est vrai que ça marche, mais c'est vrai que quand vous êtes, vous utilisez votre téléphone mobile, vous l'utilisez autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait, c'est mobile, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a une insatisfaction de couverture qui reste encore très forte dans les territoires ruraux. Et ce qui est très difficile quand même pour les opérateurs, il faut le reconnaître, c'est qu'il y a une amélioration qui est indéniable, notamment avec la densification de la couverture 4G. Mais c'est un besoin tellement essentiel que quand les gens ont enfin le téléphone mobile et que c'est couvert, c'est un acquis en fait. Et donc on entend toujours ceux qui ne sont pas encore couverts. Et le déploiement, comme l'a annoncé Michel Combeau, c'est encore pour quelques années. La question que nous pouvons avoir en tant qu'élus, c'est de savoir si le New Deal va être suffisant ou pas. Le New Deal, c'est 5000 antennes. 5000 antennes d'ici 2027 par opérateur. La majorité vont être mutualisées. Donc, c'est peut-être 10 000 points hauts supplémentaires. Donc, 10 000 nouveaux sites, en fait, avec 1, 2, 3 ou 4 opérateurs sur ces nouveaux sites. Choisis, c'est des sites qui sont choisis par les collectivités. C'est extrêmement important parce que dans les négociations qu'on peut avoir avec les opérateurs, les intérêts de l'opérateur ne sont pas toujours les intérêts des élus. L'élu, il veut son site à très proximité de la population. Mais en zone rurale, un petit bourg de 140 habitants, ça ne fait pas beaucoup de trafic. En revanche, la grande route qui n'est pas très loin du village, plus intéressant de mettre l'antenne là. Donc c'est très important que ce qu'a décidé l'État en matière de New Deal, c'est de remettre les élus dans le choix des implantations. C'est ce que vous appelez territorialiser les déploiements ? C'est sans doute ce qu'on a appelé de façon très technique, territorialiser les déploiements, c'est-à-dire remettre les élus locaux au cœur du déploiement. Remettre les élus locaux dans la boucle avec l'État. Il y a dans chaque département, en général, un sous-préfet qui est nommé pour être l'intermédiaire en fait de pilotage de ce New Deal entre les opérateurs, les élus locaux. Ça se passe maintenant bien dans chacun des départements. Il y a ces lieux de discussion avec les opérateurs. Et quand il y a un opérateur ou un sous-traitant d'opérateur qui a déposé un permis de construire d'une antenne New Deal sans consulter la mairie, on est capable de retravailler pour rechoisir une implantation. Ça se passe bien. Moi, je vois dans mon département, on inaugure 2 ans après la décision du New Deal, les premières antennes New Deal, avec un petit décalage dans le temps lié au Covid. Mais c'est toujours très long, parce qu'à partir de l'annonce du New Deal qui a été faite en janvier 2018, et la réalité des premières antennes
qui sont mises en service, c'est Alors, 2 ans. Effectivement, C'est ça, juste 2 ans. on va en parler du délai parce qu'on ne se rend pas forcément compte du temps que ça prend d'installer un nouveau réseau mobile de manière locale. Mais je vais d'abord me tourner vers notre consultant, Jean-Luc Clémens, directeur du pôle télécom chez IDAT DigiWorld. Quelle est, vous, votre analyse et votre perception de ce New Deal mobile en France? Comment ça se passe entre les opérateurs, le régulateur en matière d'aménagement du territoire? D'accord, bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, comme Madame de la Raudière le disait, un des éléments essentiels, c'est la perception par les citoyens. Aujourd'hui, on a affaire à la fois à ce qu'on appelle des zones blanches, mais également des zones grises. Des zones blanches où effectivement il n'y a pas ou presque pas de couverture, et puis des zones grises où même s'il y a une couverture, elle ne rencontre pas le besoin et les attentes des consommateurs. L'ARCEP disait récemment que les débits moyens en zone urbaine sont de 35 mégabits par seconde sur les réseaux 4G. Dans les zones rurales, on tourne à 10 mégabits par seconde. De même, Madame de la Raudière faisait référence à la couverture à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments. C'est très clair qu'en zone rurale, quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, la qualité de couverture est sans doute moins bonne que quand on est en pleine ville. D'où la nécessité de ce New Deal. Ce New Deal, par rapport à des projets précédents, comme le projet Zone Blanche qui existait depuis 2003, il n'a pas pour ambition seulement de couvrir des zones où il n'y a pas du tout de réseau, mais également d'améliorer la qualité de service. Alors, comment cette qualité de service est améliorée? De deux manières. Tout d'abord, comme les intervenants le disaient là tout à l'heure, plusieurs milliers de nouvelles antennes, dont certaines partagées, vont être mises en place, mais également la mise aux normes 4G d'antennes d'opérateurs qui ne l'étaient pas encore pour différentes raisons de contraintes de réseau et qui vont tendre aujourd'hui 100% bientôt des antennes des opérateurs de télécom vont être 4G, ce qui va significativement améliorer la couverture. Ensuite, il y a aussi toute une série d'outils que sont en train de mettre en place les opérateurs, notamment pour améliorer la couverture à l'intérieur des bâtiments. Je parle par exemple des services de voix sur Wi-Fi ou de SMS sur Wi-Fi, ce qui permettra aux citoyens qui se trouvent dans des bâtiments où le réseau mobile ne passerait pas bien de pouvoir se connecter à leur réseau Wi-Fi local et de pouvoir faire des appels vocaux ou envoyer des SMS comme si de rien n'était. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier point qui me semble très important, qui fait partie du programme New Deal, c'est la mise en place de systèmes dits Fixed Wireless Access 4G, donc de l'utilisation des réseaux 4G comme service de réseau fixe, et qui vont donc permettre d'améliorer également la qualité de couverture des réseaux fixes on parlait de ces petits bourgs de 100 habitants où peut-être le réseau ADSL passe très mal, qui, grâce au programme New Deal, vont être beaucoup mieux couverts, notamment par de la 4G, et vont pouvoir offrir aux clients des services de connectivité nettement améliorés. Quelle est la situation de la France par rapport à nos voisins européens? Est-ce qu'aujourd'hui, on est à peu près dans les mêmes zones blanches et grises, dans les mêmes proportions? Alors, tout dépend de quel pays européen vous comparez. Évidemment, si on se compare aux Pays-Bas, qui sont un pays avec, comme on le sait, assez peu de relief et une population extrêmement dense au kilomètre carré, c'est certain que les Pays-Bas ont certainement une couverture qui est excellente. Maintenant, si nous nous comparons à des grands pays tels que l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, tous ces grands pays qui connaissent à la fois des densités de population plus faibles que les pays que je viens de citer, ou des zones, notamment des zones de montagne, où la couverture est quand même relativement complexe, eh bien, ces pays font face aux mêmes enjeux que la France et mettent en place peu ou prou des programmes qui se rapprochent. Je crois que la France est quand même en avance en termes d'accords qui ont été mis entre les opérateurs, les régulateurs et les collectivités locales. Je ne connais pas dans d'autres grands pays européens de programmes équivalents au New Deal où on a vraiment mis tout le monde autour de la table dans le but de trouver un accord gagnant-gagnant et qui permettra relativement rapidement, mais encore une fois la question du timing, comme on l'a dit, c'est très relatif, mais en tout cas qui permettra d'améliorer significativement la couverture dans les années qui viennent. Bon, ça fait une bonne
Non, pas du- nouvelle. oui. Merci Jean-Luc Clémens. Comment ça se fait que ça prend autant de temps? Expliquez-nous quelles sont toutes les démarches à engager lorsqu'on décide de couvrir une nouvelle zone. Tout simplement, Michel Combeau. c'est un délai moyen. Alors, il y a d'à peu près 2 ans, on a travaillé au Parlement autour de la loi Elan, hein, justement pour essayer de réduire ces délais. Tout simplement, il y a un certain nombre d'opérations techniques, hein, pour déjà identifier le terrain. Un pylône doit couvrir, mais parfois il faut l'implanter sur le terrain. Donc il y a d'abord une recherche de terrain, l'analyse de la couverture projetée, et ensuite toutes les démarches administratives, hein, pour l'installation d'un pylône, l'installation d'une antenne, et les délais de concertation et d'instruction. Mais ça devrait aller vite, puisque tout le monde est d'accord, visiblement, pour qu'on accélère sur la couverture. Et c'est là où je dirais le diable est dans les détails. On a souvent ce phénomène où tout le monde veut de la couverture, mais les gens sont parfois un peu réticents à l'installation des pylônes. Donc il y a le temps nécessaire aussi de la concertation. Même quand ça se passe Lors bien, de la il n'y a pas Rodière. de réticence, ça met 2 ans. Et quelquefois, c'est parce qu'il faut attendre 1 an le raccordement électrique. Donc, c'est pas la faute on a trouvé le terrain très rapidement. L'antenne, moi, j'ai ça à côté de chez moi. On a une antenne, elle est installée depuis, ça fait 6 mois qu'elle est installée. Et c'est toujours pas mis en service. Alors c'est pas dans le cadre du New Deal, mais ils attendent le raccordement électrique et ça fait et ils m'ont dit peut-être à la fin de l'année, donc on aura attendu 9 mois le raccordement électrique. Ouais, donc c'est un juste frein d'intervention de plusieurs acteurs aussi. On ne Voilà, maîtrise pas forcément toute la chaîne. C'est pas toujours parce qu'il y a des réticences locales, même quand tout se passe bien, je dirais, ça met 2 ans. Alors pour autant, au niveau local, il doit y avoir des décisions fortes, hein, qui doivent être prises et qui ne sont pas toujours évidentes. Alors je vais donner la parole à Bruno Janet qui nous écoute depuis la Haute-Savoie. Alors on va le prendre tout à l'heure parce qu'il n'est justement pas encore connecté en Haute-Savoie. En attendant, on parlait des zones blanches, des zones grises, comment on fait pour accélérer, et on a utilisé le terme de mutualisation. Mutualisation, est-ce que systématiquement aujourd'hui, lorsqu'un nouveau site est déployé, vous le faites avec les autres opérateurs? Non, Michel Combeau. je pense que c'est une question d'équilibre, parce que vous pouvez comprendre que les Français se réjouissent d'avoir 4 opérateurs qui se mènent une guerre commerciale Absolument. et bénéficient des meilleurs prix en Europe, hein, pour la 4G et bientôt sûrement pour la 5G. Après, il y a une question d'intérêt économique pour les opérateurs. Là où aucun opérateur ne passe et où effectivement les coûts de déploiement sont très importants, il y a un intérêt naturel à mutualiser. C'est cet équilibre qui a été prolongé dans le cadre du New Deal. Hein. Un certain nombre d'antennes seront mutualisées sur un même pylône, d'autres sont faits en propre par chaque opérateur. Et c'est une proposition à mutualisation, en fait. Ce n'est pas systématiquement 4 opérateurs qui sont disponibles dans la région. Les opérateurs peuvent avoir envie ou non de se rallier à Orange ou SFR. Ou Alors, Free, le New Deal, hein, comporte un engagement, c'est que ces 5000 antennes doivent être mutualisées au maximum. Si les 4 opérateurs doivent couvrir une zone, eh ben, ils ont l'obligation de la couvrir ensemble sur un pylône mutualisé. Parfois sur une zone grise, hein, si 2 opérateurs sont déjà présents, les 2 autres opérateurs pourront trouver un site et mutualiser. Et ça fonctionne bien aujourd'hui? La mutualisation, or déjà, on le rappelle souvent, la mutualisation à 4 opérateurs, ça se fait uniquement en France. On n'a pas d'exemple dans le monde où 4 opérateurs mutualisent leurs mêmes équipements sur un même pylône. Ça a pris un petit peu de temps. C'est vrai que mutualiser la 4G à 4 opérateurs, ça a été nouveau. On a pris du temps pour le faire, pour la stabiliser. Et ça marche bien. Et quand on amène les services de 4 opérateurs au même moment dans une commune, c'est un grand progrès pour les habitants. Ça, vous le dites, on prône dans les zones les plus rurales la mutualisation. Et aujourd'hui, on a des situations complètement aberrantes où on voit, en dehors en fait du contexte New Deal, collectivité, avec le choix des collectivités, on doit quelquefois à 1 kilomètre, un nouveau pylône Orange et puis un nouveau pylône SFR à côté. Les habitants ne peuvent pas comprendre. Je vous le dis, en zone rurale, on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas une mutualisation. D'abord parce que même si les antennes mobiles, ça ne fait pas 200 mètres de haut comme les éoliennes, c'est quand même une atteinte au paysage. Alors, ouais. Il y a des travaux qui sont faits pour protéger au maximum, mettre au coin d'un bois, des choses comme ça, mais quelquefois, quand vous avez 2 antennes aussi proches, les gens ne comprennent pas. Donc moi, je suis dans les zones rurales une fervente défenseur Et ça, c'est encore de la aujourd'hui. mutualisation. On a encore aujourd'hui ce type de situation qui arrive. Oui, Michel Combeau, comment c'est possible? Oui. C'est toujours l'équilibre qui n'est jamais évident de trouver entre cette concurrence féroce entre opérateurs et le fait de mutualiser ensemble des infrastructures. C'est un équilibre qui est déjà
bien évolué avec le New Deal, pour justement s'assurer que dans les zones blanches, les aspects de concurrence en fait s'effaceront au profit de l'aménagement du territoire. Reste que sur le restant du territoire, il y a effectivement des enjeux de concurrence entre opérateurs. Le client y gagne parce qu'il a les meilleurs prix d'Europe. Après, effectivement, voilà, il y a le régulateur, il y a des arbitres qui doivent permettre effectivement de régler un certain nombre de problèmes locaux. Alors, Bruno Jeannet est en Haute-Savoie, je le disais, et ça y est, il a réussi à capter sa 4G, donc il est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes un convaincu, pour vous, le numérique, c'est vraiment aujourd'hui le moyen de désenclaver nos territoires. Pourtant, on est encore en train de se poser la question, est-ce que ça va passer ou pas passer là où je suis? Alors, qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est que c'est un long chemin quand même. Mais j'ai entendu juste la fin de l'intervention de Laure et de Michel. Les choses ont quand même beaucoup évolué. Ah oui, mais on est encore exigeant. Oui, c'est vrai. Mais il y a encore quelques années, les opérateurs faisaient face à beaucoup d'injonctions contradictoires aussi. C'est-à-dire qu'on leur disait à la fois il faut couvrir vite, il faut embarquer la concurrence, il faut faciliter la concurrence, il faut payer des licences. Je pense que ce qui a vraiment changé, c'est effectivement le New Deal. Je crois que cette décision qui a été prise il y a 3 ans, ça venait aussi d'une évolution des opérateurs qui en ont accepté, mais aussi une proposition du gouvernement qui a été de dire écoutez, je devais vous demander 2 à 3 milliards pour réengager les licences. Si en échange, vous acceptez d'aller plus vite dans les zones que je vais vous indiquer, que les collectivités locales vont vous indiquer, parce que tout ça, c'est un mécanisme long, il y a plein de participants. Il y a les opérateurs, il y a les collectivités locales, il y a les gouvernements, il y a les préfectures, il y a le réglementaire. Vous voyez, en France, on empile bien les choses, mais je pense que là, on a pris un virage extrêmement significatif avec le New Deal. Et je pense que vous avez dû dire que ça fonctionne bien, puisqu'en gros, 75% des antennes du New Deal... Oui, allez-y, pardon. Oui, alors effectivement, on a parlé du temps nécessaire et long et trop long aujourd'hui quand on veut développer un nouveau site. Pour autant, la question d'installer un nouveau pylône, ça reste problématique, non, dans les collectivités? C'est toujours effectivement très long. D'ailleurs, il suffit de comparer. En France, on a peut-être les tarifs les plus bas, on a peut-être une des couvertures les meilleures, mais on a aujourd'hui le délai le plus long pour mettre des antennes. Parce que c'est un peu la problématique de notre pays. Il ne suffit pas qu'on soit d'accord au niveau national. Si au niveau local, on se retrouve de temps en temps, par exemple, n'est-ce pas, cher Laure, avant des élections municipales, là, un maire peut dire oui, vous peut-être attendre un petit peu pour mettre l'antenne, surtout quand en France, on a un collectif. Moi, j'appelle ça des mini-zadistes un peu partout, qui, malgré que toutes les autorisations ont été données, malgré que les opérateurs, tout le monde a fait le travail qu'il devait faire, il suffit qu'il y ait un groupe de 10 personnes qui disent « moi, j'en veux plus », et là, c'est bloqué. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours d'expérience d'opérateurs en off qui nous disent aujourd'hui poser une antenne, c'est quasi impossible. Alors, lors de la Rodère... En milieu urbain, vous avez raison, c'est impossible, c'est super dur et tout ça. Mais venez chez moi, vous n'aurez pas de problème. Je dis tout le temps, et je n'ai pas un recours sur la pose d'une antenne 4G dans ma circonscription. Il n'y en a pas eu un. Donc, en revanche, quand l'opérateur impose son site, sans en discuter avec le maire et tout ça, peut-être qu'il y a des discussions, est-ce qu'on ne pourrait pas la changer là? Mais en revanche, il n'y a pas de recours. Les gens, ils attendent la couverture en milieu rural. Donc, Michel Combeau, vous avez la même perception? Non, mais les opérateurs qui viennent, qui négocient directement avec un bailleur, sans aller voir le maire, sans aller discuter avec lui. Il peut y avoir un moment de tension sur le maire en disant vous auriez pu nous consulter, on aimerait peut-être regarder s'il n'y a pas un autre endroit parce que pour telle raison, et c'est justifié. Mais ça peut prendre 1 mois, ça prend pas 2 ans, et c'est pas un recours en justice. Alors naturellement, il y a des cas certainement où il y a des territoires ruraux, où il y a des recours. Mais ce que je veux dire, c'est pas la majorité. Les recours, vous les avez surtout en ville, à proximité des villes, ou quand le lieu d'implantation de l'antenne est vraiment choquant parce qu'il est en vue, il est à plus de 500 mètres, mais en vue d'un monument historique ou des choses comme ça. Mais sinon, il y a en milieu rural, là où il n'y a pas de couverture, et quand c'est pour densifier une couverture, franchement, ça passe aujourd'hui. Je pense que la situation a quand même bien évolué. Alors c'est vrai qu'on a eu un débat récent autour de la 5G qui était plutôt un problème des métropoles et des villes. C'est vrai qu'en zone rurale, il y a eu quand même de gros efforts faits, notamment grâce au New Deal, pour s'appuyer sur les élus locaux pour déployer les pylônes. Et dans la très grande majorité des cas, tout se passe bien. Et là où ça se passe mal, c'est là où, par exemple, l'élu, parfois, ne souhaite plus
On a des cas comme ça où l'élu souhaite rester en zone blanche. Il dit c'est trop compliqué dans ma circonscription. Et ben finalement, on dit bah ok, bon, on arrête et on passera, on ira ailleurs. Mais c'est vrai que je rejoins Laure Laraudière. Dans la majorité des cas, maintenant, les choses se passent bien. On a quand même fait du chemin en quelques années. Il reste encore des points parfois de friction parce que des fois, les oppositions, collectivement, on n'arrive pas à les surmonter. C'est vrai qu'on a fait du chemin. Il y a encore beaucoup de chemin à faire aussi pour que ces déploiements, qui sont quand même massifs, il faut le rappeler. Et cette question, elle va se reposer avec la 5G, évidemment. Exactement. Alors sur la 5G, de mémoire, le premier déploiement va se passer en zone urbaine et l'enjeu de désaturation de la 5G, il y a un intérêt, il faut le dire, parce qu'il y a des élus quand même qui veulent monter des moratoires contre la 5G, mais qui disent à leur population qu'à partir de 2022, il y aura une saturation des réseaux dans leur ville et qu'on va les empêcher de téléphoner. Oui, parce que je disais, on appelait ça peut-être pas de téléphoner, mais d'utiliser on appelait ça le très haut débit mobile. Aujourd'hui, qu'ils assument simplement leur juste défense de pour moratoire. expliquer, on appelait la 4G le très haut débit mobile. Aujourd'hui, si on n'a pas la 4G, on surfe très très difficilement sur son smartphone. Tout à fait, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Et d'ici 2022, la consommation de données par les Français vont considérablement augmenter, c'est une tendance. Et en 2022, les réseaux sont saturés en zone urbaine. Donc que ces élus, mais que je trouve totalement inconscients, ces élus, qu'ils aillent dire à leur population, oui, j'assume, vous n'utiliserez plus votre mobile. Alors c'est pas Paris n'a pas été, mais à Bordeaux, à Grenoble, à Lyon. Voilà, non, c'est pas la peine, vous n'en avez pas besoin, vous l'utiliserez plus. Qu'ils assument et qu'ils le disent comme ça. Maintenant, la 5G, vous réutilisez les antennes de la 4G. Donc, il n'y a pas... le déploiement sera beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas la nécessité de mettre une... Mais il y aura de nouvelles antennes qui seront installées, parce qu'on a besoin de davantage d'antennes. Pour l'instant, en fait, sur la première version. La première, les obligations, c'est de déployer 40 000 antennes 5G à l'horizon 2025. En 2025, on aura à peu près 120 000 antennes, parfois mutualisées sur l'ensemble du territoire. Et donc, on aura 30% du réseau qui sera à peu près en 5G d'ici 2025. Et principalement, on va remplacer des antennes 4G pour mettre une antenne qui fera 5G, 4G, 3G. Donc, on ne sera pas déployer des nouveaux pylônes. Les nouveaux pylônes, les nouveaux sites qu'on va déployer, ce sont de la 4G dans les zones rurales. Pour l'aménagement du territoire, on le rappelle, ça, c'est notre priorité. Pour les prochains mois. La 5G, c'est un sujet effectivement de désaturation des réseaux en zone métropolitaine et bien entendu un service pour les entreprises. Les opérateurs auront l'obligation de connecter à la 5G toutes les entreprises où qu'elles soient sur le territoire. Et pour nous, c'est un enjeu important de compétitivité, c'est un vrai sujet. C'est vrai que ça, voilà. On n'en parle pas souvent. Oui, exactement, tout à fait. Et quand on parle de relance, quand on parle de crise économique, la 5G, la numérisation des entreprises est une vraie priorité nationale. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Bruno Jeannet a mis les pieds dans le plat. Je voudrais quand même le laisser réagir à ce qui s'est dit en plateau à l'instant. Ah non, mais moi, j'ai commencé par dire que les choses avaient extrêmement évolué avec le New Deal et dans le bon sens. Simplement, quand on regarde ça depuis 20 ans, on voit bien que ce virage est positif et on voit bien que c'est utile. La preuve, je suis avec vous aujourd'hui et avec le confinement qui va recommencer, on voit bien, regardez ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya et dans la Vésubie. Les gens ne demandent qu'une chose, l'eau, l'électricité et les télécommunications. Donc c'est indispensable. Simplement, je suis obligé de constater que malgré tous ces efforts qu'on fait, il faut continuer à les faire parce qu'en France, en milieu urbain, il faut 3 ans en moyenne pour mettre une antenne. Et là, je suis d'accord avec Laure de Laraudière, c'est une problématique de milieu urbain. Mais en milieu rural, il nous faut encore 2 ans. Donc, c'est working progress. Je suis extrêmement positif parce que je considère que les choses ont énormément évolué dans les années récentes. Simplement, comme toujours, je fais un peu comme tout le monde. Quand les gens ont 99%, on dit toujours c'est le dernier pourcent qui est le plus important. Voilà. Aujourd'hui, c'est évidemment un enjeu très important de pouvoir avoir une couverture correcte sur son territoire, d'autant plus avec les nouvelles restrictions qui viennent d'être annoncées. Merci beaucoup Bruno Jeannet, président de Bruno Jeannet Conseil. J'ai pas pu redonner la parole à Jean-Luc Lémince, qui m'en excuse. Merci beaucoup pour votre intervention, directeur du pôle télécom chez IDAT DigiWorld. Merci Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms, et Laure de Laraudière, députée Agir la droite constructive d'Eure-et-Loir. Juste après la pause, ce sera l'alerte cyber. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et nous sommes connectés avec Damien Bancal, directeur du pôle cyberintelligence chez 8Brains.
Et oui, c'est Bonjour. vous qui sonnez régulièrement, Damien, l'alerte cyber dans Smartech. Bonjour. Alors, vous avez une histoire à nous raconter aujourd'hui, une triste histoire, Ouais, évidemment. ouais, c'est une triste histoire. Alors, comme d'habitude, je vais être le râleur du jour, hein. Mais plus sérieusement, que s'est-il passé? Eh bien, je suis tombé encore sur une attaque de ransomware, hein, les fameux rançongiciels, malheureusement, qui ont une fâcheuse tendance à pulluler dans nos ordinateurs et un peu partout dans le monde. Sauf que cette fois-ci, je me suis encore rendu compte qu'on avait affaire à des utilisateurs qui n'ont pas pris quelques minutes, hein, pour comprendre les dangers, qui leur pendonnaient, très clairement. Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons un pirate informatique qui a utilisé des techniques dignes de la NSA, de la CIA, de la DGSE. Hein. Je vais être très clair avec vous, vous allez voir tellement c'est simple. Il a utilisé des outils, des logiciels libres et légaux qu'il a à disposition là, dans les ordinateurs qu'il a infiltrés. Alors comment ça fonctionne? D'abord, il a cartographié l'intégralité du système informatique de sa cible. Oh, c'est pas bien compliqué, hein. Il existe des systèmes, des sites internet qui permettent de le faire tout à fait légalement. D'ailleurs, les professionnels de la cybersécurité les utilisent. Je vais prendre l'exemple de Shodan. Une fois qu'il a Damien, cartographié l'intégralité de ce qu'il Damien, souhaitait attaquer, oui. Damien, Shodan, une petite explication. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que l'attaque dont vous allez nous parler, il n'y a justement pas du tout besoin de faire partie de la NSA pour y arriver. Il y a des outils très simples à portée de main. Shodan, ça sert à quoi? Alors c'est complètement ça, effectivement. Alors Shodan est un site internet dans lequel vous rentrez des informations comme quel est le type d'ordinateur que j'utilise, éventuellement quel type de routeur, vous savez, c'est ce matériel qui permet de se connecter à Internet avec différentes machines, etc., etc. Vous y rentrez des informations dedans et Shodan vous dira si votre machine est faillible, si votre serveur est faillible, si votre entreprise a des fuites de données, par exemple. C'est un outil parfait pour tout ce qui va être audit de cybersécurité. Mais malheureusement, les pirates aussi s'en servent. Alors, à partir de cet élément-là, notre pirate, une fois qu'il a fait un petit peu le tour, eh bien, il trouve une machine qui est faillible. Ça veut dire quoi? Qui peut être pénétrée, qui peut être infiltrée. Alors, comment il va le faire? Eh bien, il va sur des forums qu'on peut trouver un petit peu partout sur les internets, dans lesquels on va lui expliquer par des notices, des modes d'emploi, voilà comment on va rentrer dans cette machine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça aussi, ces informations-là sont tout à fait licites. Ça permet à des informaticiens, à des gens qui ont l'impointance dans la cybersécurité, de protéger l'entreprise. Et notre pirate, une fois qu'il a ses clés, il est rentré dans les machines de l'entreprise et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il n'avait pas du tout son petit kit de pirate informatique. Non, il a utilisé des logiciels qu'il a pu télécharger tout à fait librement. Et le plus terrible, il a utilisé l'un des outils de chiffrement que les utilisateurs de Windows Pro connaissent, c'est BitLocker. Et à partir de là, il a d'abord chiffré l'intégralité des disques durs des victimes, de ses victimes, et ensuite, chaque dossier, il les a chiffrés avec l'outil de Microsoft. Il a laissé un petit mot avec Notepad, tant qu'à faire, autant utiliser les outils qui sont à sa portée, et il est parti avec sa demande de rançon. Oui, alors effectivement, ça laisse perplexe. Ce qu'il faut entendre dans cette histoire, c'est que finalement, c'est un appel à la vigilance sur toute la chaîne professionnelle dans l'entreprise. C'est exactement ça. C'est que pour contrer ce type d'attaque, il y avait quoi à faire? D'abord, éduquer. Éduquer toute la strate, justement, de l'entreprise, de la secrétaire au grand patron. Et bien sûr, s'il y a des informaticiens, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est indispensable au sein d'une entreprise, c'est les mises à jour humaines et logiciels, parce que ce pirate n'aurait pas trouvé un accès s'il y avait eu les patchs, vous savez, ces fameuses rustines informatiques qui permettent d'éviter aux microbes de rentrer, parce que là, on est clairement avec un microbe numérique. Et ensuite, c'est quand même faire une veille. La veille, c'est indispensable. Savoir quel est le matériel que j'utilise au sein de mon entreprise. Est-ce qu'ils sont donc mis à jour? Qui les utilise? Et par pitié, arrêtons de donner toutes les clés de l'informatique de l'entreprise à tout le monde. Vous avez parlé des mises à jour. C'est véritablement indispensable de toujours avoir ces logiciels à jour? C'est indispensable, que ce soit sur nos téléphones portables, que ce soit dans nos objets connectés de la vie de tous les jours, que ce soit bien sûr notre informatique. C'est indispensable. Une mise à jour, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre, entre guillemets, qu'une rustine, un pansement, ce fameux moyen d'éviter à un malveillant de rentrer chez vous. Et ce malveillant, dites-vous qu'une fois qu'il est dans la place, le malheur ne fait que commencer. Alors pourtant, moi j'ai parfois, j'avoue, Damien, je vous le dis, je vous le confie, des réticences à installer certaines mises à jour parce que je me dis, ça peut être aussi l'occasion justement de récupérer un virus, un malware, enfin quelque chose que j'ai pas envie d'avoir sur mon ordinateur.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que ces mises à jour, dites-vous bien qu'il faut les faire obligatoirement via les sites officiels. Mais effectivement, souvenez-vous, il y a 2 ans, c'est CCleaner, qui est un petit logiciel gratuit qu'on peut télécharger un petit peu n'importe comment sur Internet, mais surtout via le site officiel. Et à partir de ce site officiel, on s'était retrouvé avec un logiciel propre, mais dans lequel des pirates avaient trouvé le moyen de cacher quelque chose. Donc bien sûr, une mise à jour se fait avec attention, donc je fais et je vérifie où je vais la chercher. Et puis surtout, méfions-nous aussi malheureusement de certaines mises à jour qui peuvent faire tomber en panne l'informatique parce qu'on n'a pas fait toute la chaîne de vérification. Et alors ces outils dont vous avez parlé qui sont à disposition de tout le monde, est-ce que c'est normal qu'on puisse les utiliser pour faire ce type d'opération ? Dites-vous que les pirates informatiques sont un peu comme la bande à Bono. Il y a quelques dizaines d'années maintenant, cette bande de braqueurs de banque utilisait une voiture pour aller braquer les banques. Et à l'époque, on n'allait pas interdire la voiture qui était pourtant utilisée à des fins malveillantes. Eh bien, aujourd'hui, l'informatique, c'est pareil. Tous les outils qu'on peut utiliser, et BitLocker est un outil qui permet de chiffrer, de protéger son ordinateur d'une lecture non autorisée, eh bien, les pirates vont aussi les utiliser. Pourquoi vont-ils se fatiguer ? Imaginez, ils ont tous les logiciels à portée de main. Alors, pourquoi ils vont commencer à se fatiguer en se disant « je vais réfléchir à mes propres outils » ? Alors, ils le font, soyons très clairs. Mais n'oubliez pas qu'ils sont aussi de grands feignants, les pirates informatiques. Ils n'ont pas envie de perdre de temps. Et une dernière question. Donc, ils ont ces outils qui les laissent complètement dans la légalité. Est-ce qu'il y a un moyen de les piéger ? Parce qu'on n'entend pas tellement, en fait, derrière de hackers ou de pirates qui sont attrapés par la police et qui finissent en prison. Alors, c'est ça qui est quand même très fou, surtout chez les opérateurs de ransomware. Ce qui est très étonnant, c'est un petit scoop que je vais vous donner comme ça. Depuis quelques jours, certains groupes très importants, comme le groupe Maisy, ont totalement disparu de la surface de la planète. Alors, ont-ils été arrêtés ? Ont-ils décidé de passer à un autre business ? Oh, peut-être vendre des chichis sur la plage, on n'en sait rien. Voilà, ils ont dans tous les cas ce business dans le sang malveillant et ils continuent. Mais ils disparaissent comme ils ont pu apparaître. Maintenant, on sait que les autorités travaillent fortement et énormément, mais c'est très compliqué quand on a des groupes qui utilisent par exemple le peer-to-peer, vous savez, le pair à pair, donc ça veut dire des gens qui se contactent sans même se connaître, c'est utiliser des outils de chiffrement et en plus des législations dans des pays où ils peuvent intervenir, où il est très compliqué d'aller les chercher. Donc on sait que nos autorités travaillent beaucoup sur le sujet. Maintenant, pour les attraper, c'est une autre histoire. Merci beaucoup Damien Bancal de chez Egg-Brains pour ces éclairages. À suivre, une innovation pour se préparer au monde de demain. À quoi ressemblera demain ? Chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un tissu qui reconnaît les objets. Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'une innovation textile. En effet, des chercheurs de chez Microsoft ont créé un tissu intelligent avec des capteurs capacitifs reliés, eux, à une intelligence artificielle. Autrement dit, le système est capable de reconnaître des objets par contact, simplement en les posant sur le tissu. Alors oui, les textiles interactifs, on en parle souvent, mais en général, le textile n'est là que pour contenir la technologie. Or, ici, la technologie est intégrée au tissu et c'est elle qui reçoit l'information et la transmet, elle, à l'intelligence artificielle et pas l'inverse, et c'est là la différence. Les chercheurs de Microsoft ont donc présenté il y a quelques semaines un prototype et cette innovation s'appelle Capacitivo. Elle est capable de reconnaître de nombreux objets comme la nourriture, la vaisselle et les éléments en plastique ou en papier. Plus encore, elle peut différencier plusieurs types de fruits ou de légumes, par exemple le kiwi, l'avocat et le pamplemousse, comme vous le voyez sur les images. Capacitivo permet même de distinguer des liquides dans un verre, et s'il s'agit de coca, de lait ou d'eau, de l'eau chaude ou de l'eau froide, ça va jusque-là. Mais il y a quand même, il faut le dire, quelques limites à son intelligence. Le tissu a encore du mal à reconnaître, par exemple, les objets rectangulaires, inanimés, comme les livres ou encore les magazines. Ou encore des objets dont le poids n'est pas très affirmé, comme les cartes de crédit, par exemple, même s'il y parvient finalement au bout d'un moment, mais on l'a dit, c'est un prototype. Et alors, comment Microsoft s'y est pris pour fabriquer ce tissu ? Alors, la fabrication, en réalité, est assez accessible, du moins pour les premières parties. En fait, le tissu contient une grille de 12 par 12 capteurs capacitifs. Les capteurs sont créés avec un tissu conducteur collé sur un substrat non conducteur en coton, à l'aide d'un simple fer à repasser. Ensuite, les capteurs sont découpés en rangées. On utilise même l'excédent après la découpe pour relier les capteurs en colonnes. Pour ça, il suffit d'un fil et d'une machine à
coudre. Enfin, le tout est relié à un circuit électronique qui traite les signaux grâce à une intelligence artificielle. Et là, bien sûr, on entre dans une partie un petit peu moins accessible pour nous. L'appareil utilise les forêts aléatoires pour reconnaître les objets, une technique d'apprentissage automatique particulièrement adaptée aux appareils peu puissants. Et pour cause, les chercheurs ont obtenu un taux de reconnaissance de 94,5% pour les objets utilisés dans leurs essais. Et alors, quelles applications peut-on imaginer demain pour ce tissu intelligent? Alors, le champ des possibles est assez vaste. En fait, On va juste en citer 2-3 peut-être? oui, 2-3, tout à fait. En fait, par exemple, il pourra compter les calories consommées. Il pourra aussi nous prévenir si on laisse nos écouteurs sur la table en partant. D'accord, merci beaucoup Cécilie Assévry. Je vais vous laisser partir changer de plateau puisque vous nous présentez le Lab Startup dans quelques instants. Et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes et ces réflexions après le contre-coup des annonces qu'on a eues avec de nouvelles restrictions. On a vu comme il était important de parler de haut débit mobile partout en France. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.